Hello et bienvenue dans Émancipation féminine. Je suis ton hôte Delphine, accompagnante féministe. J'interviens aussi en entreprise sur les sujets d'équité. Si t'es fatiguée de tout porter, si t'as appris à sourire en serrant les dents ou à faire semblant que tout va bien au taf, t'es au bon endroit. Ici, on parle de ce qui fait mal, de ce qui fait sens et de ce que t'oses pas dire tout haut. Bienvenue Amélie dans Émancipation féminine. Je suis ravie de te recevoir. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, idéalement te présenter, nous dire qui tu es sans nous dire ce que tu fais? Alors, je m'appelle Amélie, j'ai plus de 40 ans, j'ai 3 enfants, 2 ados et un dernier de 5 ans. Je suis dans le sud de la Drôme et je passe mon temps à gérer mes 2 entreprises. Trop bien. Bravo! Et en dehors de tes entreprises et de tes enfants, qui es-tu, Amélie? Je t'embête. Eh bien, c'est une très bonne question qu'on a parfois tendance à oublier quand on est maman, justement. J'aime tout ce qui est créatif, loisirs créatifs, j'adore, coudre, quand j'ai besoin d'un truc, j'aime me le faire. J'adore. J'aime bidouiller, tout ce qui est technique aussi, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Trop bien. Une créative, une débrouillarde. Trop chouette. C'est quoi pour toi travailler et comment ça a évolué dans ta vie? Alors je fais des ateliers de langue des signes pour les bébés et du coup, travailler en langue des signes, c'est comme ça. C'est les 2 points qui Ok. tapent l'un sur l'autre et ça a cette notion un peu de dureté qui me parlait jusqu'à là, enfin jusqu'à il y a pas très longtemps où pour moi, c'était quelque chose qui devait être fait dans l'effort, hem, de dur. Et aujourd'hui, je suis un peu en train de pivoter et parce que c'est vrai que c'est compliqué de définir ce travail parce que des fois, je me dis: «Ben, j'ai pas l'impression de travailler» parce qu'aujourd'hui, je fais des choses qui me plaisent, mais c'est quand même quelque chose qui rémunère, qui rapporte de l'argent. Donc du coup, peut-être travailler, ce serait ça. Voilà. Le fait que, ça rapporte, du fric. J'adore. Du coup, que fais-tu dans la vie, Amélie, pour qu'on comprenne, qu'on ait un fil et de dire, attends, qu'est-ce qu'elle veut dire, la Qu'est-ce que madame, c'est? trop mystérieuse. Alors, j'ai une activité de où je suis gestionnaire d'une microcrèche qui a ouvert en septembre dernier, que j'ai construit de zéro, d'une construction de bâtiments à recruter les équipes, à monter les projets PEDA et j'ai une micro-entreprise où je fais de la formation professionnelle pour les accompagnantes en périnatalité. Donc ça depuis déjà plusieurs années et je suis aussi accompagnante périnat. Ouais, pour aider les familles et les soutenir dans leur rôle de parents. Trop bien, trop, trop important d'avoir des Amélie dans sa vie. Vraiment, c'est trop bien, quoi. Euh, comment tu as eu l'idée, ça m'intrigue avant de repartir peut-être dans ton passé d'avant, comment tu as eu l'idée, l'énergie pour construire, d'où ça t'est venu de construire une micro-crèche? Parce que c'est pas genre, tu as vu un local qui était vide, quoi. Tu vois, là, tu me dis, j'ai construit de zéro et le projet et le bâtiment. C'est pour avoir travaillé dans l'immobilier, je sais que les chantiers, c'est lourd, quoi. C'est déjà un projet en soi. Là, ça fait comme un deux en un pour moi. Quand tu me dis des choses comme ça, je me dis, OK, il y a eu la Ouais. gestion physique et il y a eu la gestion de mettre des gens dans ce lieu physique, en fait. C'est un double, voire triple travail, quoi. Ouais, alors pour le côté, bâti, je crois que je suis une bâtisseuse dans l'âme. J'ai construit la on a fait de l'autoconstruction sur notre première maison avec, OK. le père de mes enfants. Après on s'est séparés, du coup, je me suis retrouvée maman solo et j'ai rebâti une maison toute seule. Enfin toute Trop bien, seule, hein, j'adore. c'est pas moi qui ai fait la maçonnerie, mais du coup, je me suis relancée dans un projet de construction, en étant maman solo. Donc finalement, repartir dans un projet de construction, ça me faisait moins peur, déjà OK. et après, pourquoi la thématique de la microcrèche? Parce que, bah, j'accompagnais déjà les familles avant
et j'avais envie d'aller plus loin dans mon accompagnement que simplement les aider sur des ateliers ponctuels. J'avais vraiment envie d'ouvrir un lieu dédié aux enfants et aux familles dans la globalité. Et donc du coup, ben, le projet de la microcrèche est ressorti comme ça. C'est un projet qui date de 2020 dans ma tête, quand je suis Ouais, partie ça avait maturé. de mon Ok. job en salarié. Et donc du coup, j'en ai un peu chié avant d'arriver à ouvrir la crèche. On a eu pas mal de projets qui ont capoté, des déceptions. Il fallait repartir à chaque fois. Heu, et du coup, on a trouvé un terrain et construire, donc j'ai dessiné les plans, je me suis occupée du permis de construire, enfin, cette partie technique que j'aimais faire et que j'avais déjà fait, donc je partais pas de zéro non plus, quoi. Ouais, trop bien. Quand tu disais j'étais salariée, tu étais salariée dans une crèche ou dans une micro-crèche? Alors, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit, mais j'avais raté cette étape de Amic. Alors, Ou- j'ai pas du tout de diplôme dans la petite enfance. Ok, Moi, je suis vraiment d'un milieu technique. J'ai fait un DUT mesures physiques. On était, 10 filles, sur une promo de 100. j'adore. Heu, j'ai bossé dans le nucléaire où, bah, il y avait que des mecs. Le job d'avant, j'avais même pas de vestiaire pour me changer. Je me changeais de Waouh. la tenue des garçons. Donc j'ai toujours été dans un environnement plutôt masculin avant de me reconvertir du coup, dans la petite enfance où je bosse qu'avec des filles. Les femmes. Ouais. C'est incroyable ce switch. Comment t'en es venu de passer de ce milieu masculin? T'étais déjà maman quand t'as voulu te reconvertir? Ouais, le déclic, il s'est fait à la naissance de mon premier qui Ok, a 15 ans cette année, où du coup je suis tombée dans le maternage en fait, là à ce moment-là. Je me suis formée, je suis devenue monitrice de portage et du coup, c'est parti de là. Après, j'avais toujours ce désir et cette envie de transmettre et de former. ouais. Quand j'étais petite, je voulais être maîtresse Ah, d'école. j'adore. Explique cela. Donc du coup, finalement, j'ai gardé un peu ce côté, formation et transmettre. Mais après, ouais, je suis partie sur ce domaine-là, de la parentalité, de la petite enfance. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie ou dans ta vie pro, donc dans celle d'avant, je veux dire, avant que tu fasses le maternage, tout ça, ok, j'entends que, et on le sait, la maternité, ça nous chamboule dans notre identité de femme. Je sais pas si les hommes, j'ai pas l'impression, en tout cas pour en parler avec mon mari et le papa de mon premier, j'ai pas eu l'impression qu'ils ont vécu des chamboulements comme nous. Donc en dehors quand même de ça, est-ce qu'il y a eu dans ta vie pro à un moment donné quelque chose qui clochait, ça peut être un inconfort, un malaise ou c'était quand même une forme de violence pour moi quand tu me dis en fait j'avais pas de vestiaire, je me disais mais what the fuck à aucun moment même s'il y avait qu'une seule nana dans l'équipe, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de vestiaire à elle, c'est quand même étrange, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que est-ce qu'il y a eu une expérience comme ça? Après mon bac, du coup, je suis partie dans des études où il y avait déjà pas beaucoup de gonzesses. Ouais, Donc il fallait déjà faire un peu sa place, au milieu des mecs et un peu, s'affirmer, quoi. Alors, on m'a souvent, même avant le bac, qualifiée un peu de garçon manqué parce que j'ai du répondant et voilà, je suis pas trop dans la douceur, donc j'ai un peu été étiquetée et donc du coup, bah, finalement, de se retrouver dans un environnement masculin, bah, je me suis dit: «Mais en fait, c'est peut-être mon truc, je suis un bonhomme». j'adore. Tu vois? En fait, je pense que j'ai eu toutes ces croyances-là qui sont mises là et du coup, après, enfin, voilà, quand j'ai trouvé ce job où il y avait que des mecs, en fait, j'avais un job qui me plaisait carrément parce que, bah, après, je rentrais, je sentais l'huile, hein. Je faisais des essais sur une plateforme d'essai, donc avec des vérins hydrauliques, Oh, putain. des réglages avec la clé, bah, tu vois? Vraiment le bleu de travail et les chaussures de sécu, quoi, le vrai truc, Ouais. heu et après, bah, ouais, je me changeais dans la douche, bah, j'étais la première. Alors à un moment, enfin, c'était aussi cool de se dire: «Ah, je suis la seule fille», enfin, tu vois? C'était aussi un peu de fierté Ouais. de se dire: «Bah, ouais, en fait, je suis la gonzesse de l'équipe, quoi». Enfin, ça te donne quand même une place, privilégiée, quoi. Particulière, ouais, Ouais, c'est vrai, c'est ouais. vrai. Alors sans dire que je me suis fait bichonner par les garçons, hein, pas du tout. Hem,
quand il faut que tu serres la clé là et que t'as pas assez de force avec tes bras, bah en fait le gars il a pas envie de venir t'aider toutes les fois, donc en fait il m'avait filé un tube creux pour que je me fasse une rallonge et tu sais avec voilà, le Ah, je bras de vois bien. levier, j'arrivais à serrer parce que voilà, j'avais les outils pour me démerder toute seule et puis j'avais pas envie d'être à leur demander des trucs quoi. Mais ça te donne quand même cette petite place de plus et ouais et après ça a lancé le truc. Il y a une autre fille qui est arrivée et puis on nous a fait investir juste quand j'ai démissionné. Hem, j'ai quitté la région où j'étais pour le boulot de mon mec, et après, bah, j'ai retrouvé un autre boulot, sur la centrale nucléaire à Tricastin où, ben, ouais, c'est dans une branche de technique, forcément, il y a beaucoup plus de mecs. Ouais. Là, j'étais en presta, donc c'était beaucoup moins confortable d'être une gonzesse en prestation de service. Ouais, Par t'étais pas salariée. Hmm. Ouais, là, du coup, j'étais la gonzesse au service des mecs, quoi. Et là, Waouh. j'ai vraiment C'est-à-dire? ressenti, j'ai vraiment ressenti ça, quoi. Tu vois, j'ai un Hmm. client, donc je lui donnais un compte rendu d'inter, il tapotait sur ses genoux comme ça, et puis viens me montrer le rapport. Oh, la violence sexiste, Ah ouais. ouais, l'agression, quoi. Oh, Et donc, putain. il y avait déjà cette barrière de t'es prestataire de service, donc tu bosses pour moi. Et Ouais. en plus, tu une gonzesse, donc tu bosses encore plus pour moi, quoi, tu vois? Donc ouais, des fois, c'était un peu flippant, quoi, quand le mec il dit: «Ferme la porte, on va regarder ça», bon. Ouais, c'est carrément, Ouais. on est à la limite, je vais pas dire de l'agression sexuelle parce que s'il ne s'est rien passé, mais psychiquement, ça s'apparente quand même. En tout cas, il peut y avoir la peur et l'appréhension, comme tu dis. C'est clair qu'elle y est, quoi. Ouais, tu vois, C'est bah, pas après tranquille, quoi. c'est une grande bouche, hein, mais ouais, donc du coup, j'ai passé quand même quelques années dans cet environnement-là, Mm. pas très cool, pas très valorisant et du coup, bah, je me suis barrée, quoi. Enfin, à un moment, il fallait que je fasse autre chose de ma vie que, d'être au service, quoi. Tu m'étonnes. Tu as quand même un peu répondu, mais si on peut aller en profondeur sur ça, genre avec la clé et tout, j'imagine bien la scène que bah, tu trouvé où on t'a aidé à trouver des éléments d'adaptation, tu vois. Mais si tu as d'autres exemples dans ce parcours-là hyper masculin, savoir bah, comment tu t'es adapté, voire suradapté pour correspondre, même si tu avais cette place, je l'entends très bien, de nana privilégiée, mais là, c'était quand même dans un boulot technique, physique. Et qu'est-ce que ça t'a coûté à toi, en réalité, tu vois, en charge mentale, en fatigue, peut-être, je sais pas, en perte d'identité, ça peut être plein de choses sur ce que ça t'a coûté, quoi. Ça peut être de l'estime de soi, des relations, ça peut être plein de choses, quoi. Je pense que ça a mis ma part, du coup, de féminité encore plus de côté Ouais, parce que, ben, tu peux pas, tu peux pas aller au boulot, en tenue un peu plus sympa parce que tu as ta tenue de boulot, quoi et c'était pas au boulot, mais quand on a fait notre première maison, l'oncle de mon mari, il est électricien, il nous a aidés sur l'électricité et il m'a dit: «Non, mais tu vas faut pas que tu nous aides, tu vas te casser un ongle». Enfin, tu vois, il y a un moment, il m'a sorti une phrase comme ça, je me suis dit: «Mais il m'a pris pour qui lui?» Enfin, tu vois? Et presque c'était vexant de me dire: «Mais bah oui. en fait, je suis capable de le faire, quoi. Enfin, c'est pas parce que je suis une fille que je peux pas, aller tirer des câbles électriques, quoi». Enfin, tu vois? Mais effectivement, cette balance entre, être dans un environnement masculin et arriver à trouver ta part de féminité au milieu, bah, c'était un peu compliqué. Et j'aime beaucoup l'histoire de l'oncle, là, le stéréotype de genre qui est complètement sexiste et lunaire. On a tous un oncle comme ça dans notre famille ou celle de notre conjoint. Mais des fois, ça peut être notre père, notre frère, si on en a aussi, qui réagissent comme ça. C'est un truc de nénette, de gonzesse, comme on dit souvent, tu vois. Mais ouais, j'imagine bien. Et côté adaptation au boulot, donc dans les vestiaires, j'imagine, se contorsionner quand même dans une douche pour pouvoir se changer, c'est quand même pas très pratique. Est-ce que, au-delà de ta féminité, moi, ça m'intéresse, soit de me dire, mais mentalement, c'était confort parce que bah, peut-être que tu as eu, voilà, par tes études, tout ça, l'habitude d'être plus au contact des garçons, des hommes, mais moi, pour avoir été dans un milieu hyper masculin, je me suis rendu compte, mais vachement plus tard, quand j'en suis sortie, de me dire,
putain, mais des fois, j'ai rigolé à des blagues de potes, mais même qui étaient sur moi. Et je me dis, mais en fait, c'était grave sexiste et grave discriminant, en fait. Et c'est vrai que quand on est dans le milieu, déjà, on a besoin d'être approuvé par ces hommes-là parce que on marche un peu sur leur plate-bande. En tout cas, eux, c'est l'impression qu'ils en ont et il faut jouer encore plus des coudes pour se faire une place. Et moi, je sais que ça, il y a eu des fois, mais vraiment longtemps après, je me disais, putain, mais alors ça, c'était violent, en fait. Et je l'avais pas vu, tu vois. Et des fois, il se passe des années comme ça, tu te dis, mais en fait, comment j'ai dû me contorsionner pour rester là et pour pouvoir être acceptée, en fait. Ouais, t'en es à faire des blagues lourdes de mecs pour qu'ils Sexiste. rigolent de tes blagues et être intégré Ouais, au groupe, quoi. Après, effectivement, quand je sortais de ma douche, bah, les mecs, ils étaient parfois en slip et tu vois, en train de se changer. J'attendais pas que tout le monde soit changé pour me changer. J'y allais, je rentrais, je me ouais. changeais et je sortais. Donc, effectivement, il y avait pas du tout de barrière d'intimité entre. Bah, je pense que ça les dérangeait pas non plus en soi, mais ouais, tu te rends compte, tu fais des trucs en fait, quand tu y réfléchis, tu dis, mais c'est hallucinant, quoi. Ouais, c'est lunaire, quoi. Ouais. Et C'est après, clair. ouais, c'est toi qui fais des blagues, c'est toi. On dirait, tu as l'esprit mal tourné. Excuse-moi, 20 ans de fréquentation de mecs, ouais, il y a des restes, quoi. Ça a déteint la misogynie, a déteint. De toute façon, de base, même sans rester avec des mecs, on est à toutes et tous, même les femmes, on a du patriarcat intégré, internalisé, on a du sexisme à l'intérieur de nous. Tout ça, c'est intériorisé, on l'a tous. Après, on a plus ou moins conscience qu'on l'a ou qu'on l'a pas. Et effectivement, notre environnement accentue ou pas ces effets-là, quoi. Mais ouais, je comprends bien que 20 ans dans un milieu comme ça, il y a des restes, quoi. Robert, sors de ce corps. J'adore. Qu'est-ce que tu as compris, toi, avec le recul comme ça sur l'univers du travail, sur peut-être le système aussi de notre société, sur toi? Qu'est-ce que ça t'a appris, tout ça, cette expérience? Alors, il y a eu des switches parce qu'il y a eu du coup, un moment de ma vie où c'était, il fallait qu'on mette, avec mon mari la même somme sur notre compte commun, parce qu'il fallait qu'on soit à égalité. J'avais besoin qu'on Ouais, soit à égalité et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce schéma, heu, parce que c'est lui qui porte presque enfin, ouais, qui porte beaucoup, la famille pour que moi je puisse, faire, ce que j'ai envie de faire. Tu vois? ouais. Il m'a soutenue quand j'ai démissionné, que j'en pouvais plus, sans savoir trop où j'allais aller. Ah, mais La ça, tu crèche nous as pas raconté, on va y revenir après. la crèche, elle a ouvert il y a pas longtemps, donc elle est pas encore, à son rythme de croisière, donc c'est sûr que moi je rapporte, pas grand-chose et on n'a plus cet équilibre de on met chacun sur le compte commun et ça me dérange pas. Ce qui me dérangeait il y a 10 ans en arrière, quoi. Ouais. Donc il y a eu cette évolution, en fait, de me dire: «Ben, ouais, notre mamie, elle s'organise différemment que ce qu'elle s'organisait avant, elle a trouvé un équilibre autre. Qu'est-ce que tu as compris sur toi, sur le système, sur le taf? Que c'était pas si important peut-être que d'être 100% en tout cas à égalité, que des fois certains projets nécessitent que bah, on mette un peu moins que l'autre, ou voire carrément moins que l'autre, ou voire pas mettre du tout. Et Ouais, c'est c'est vrai que ça. dans une construction, je sais pas si c'est là où tu veux en venir, mais c'est quand on est très affirmé, même sans se définir en tant que féministe, mais quand on tient à notre indépendance, je sais pas comment tu l'as vécu au départ, mais s'il y a 10 ans tu pouvais pas le faire et qu'aujourd'hui tu peux le faire, c'est qu'il y a eu forcément un énorme switch en toi, en fait. Ouais, oui, après il y a eu une histoire de vie qui a fait que, tout a changé, et qu'aujourd'hui, bah, j'arrive à faire sans cet équilibre financier parce que, bah, en fait, l'équilibre, il se crée autrement, et moi, je m'épanouis dans ce que je fais, mais je fais aussi, je m'occupe des enfants. Après voilà, on est très dans le cliché, tu sais, de la famille d'avant où la femme est au foyer, elle La gère la famille nucléaire. et la bouffe et le mec va travailler. Des fois, je me dis: «Ah bah, on est dans le même schéma que les années 60». Attends, prise de conscience. Oh, merde. Mais c'est un choix, alors qu'à l'époque, les femmes, elles avaient pas ce choix et certes, je suis à la maison, mais je travaille. Hem, J'adore. Oui, tu travailles, tu as le droit d'être rémunéré.
Mais du coup, on a trouvé notre équilibre comme ça. Et moi, avant, je voyais quasi pas mes enfants. Il y avait quelqu'un qui venait le matin à la maison, qui les réveillait, qui les faisait déjeuner, qui les amenait à l'école parce qu'il fallait que j'aille au boulot. Aujourd'hui, je peux amener mon petit tous les matins à l'école en vélo. Je peux aller le chercher tous les soirs en vélo. Les activités du mercredi, je suis là pour les grands. Enfin, du coup, c'est un autre équilibre de vie qui s'est construit. Et même si aujourd'hui, financièrement, je mets pas la même part, et bah, du coup, ça se retrouve autrement et c'est vraiment un équilibre et c'est un choix de famille. Ouais. C'est un peu, l'autre fois, je regardais les femmes d'artisans là qui pleuraient, qui, disaient: «Ah, je me suis séparée de mon mari, pendant des années, j'ai travaillé pour lui et j'ai rien aujourd'hui». Oui, c'est bien dommage, mais en même temps, à un moment, c'est un choix que tu as fait dans ta famille de pouvoir, assumer tout ça. Des fois, je me dis, alors certes, le travail de la femme, il n'est pas reconnu financièrement et du coup, après, bah, tu te retrouves, peut-être Dans la sans rien. merde. Alors après, j'ai pris aussi la confiance parce que, ben, c'est ma maison, tu vois? J'adore. Alors attendez, que je vous dise la vérité, en réalité, je suis blindée de thunes, mais je ne dis pas à mon mari. Oui, parce En vrai, on a le bon qu'on compte a un à gros rebours, patrimoine. je dépense son fric et j'épargne pour moi. J'adore. Mais c'est une belle philosophie de vie aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai que d'être chez moi, c'est aussi très rassurant, parce que, bah, voilà, si demain il se passe, quelque chose, ben, j'ai cette sécurité aussi là, que Oui, j'avais tu pas peux. avant. Oui, oui, dans tous les cas, quand on a la chance de pouvoir être propriétaire, et s'il y a un pépin, à minima, on peut revendre le ou les biens et recréer du cash. En fait, ça, c'est une réalité, mais effectivement que tout le monde ne le peut pas en fonction des parcours de vie Mmh. et de là où on part. Et bon, c'est forcément que je vais rebondir sur l'histoire des artisans. Et Je ne peux oui, pas te laisser dire ça dans mon podcast, c'est c'est émancipation très féminine, tu vois. Parce qu'il y a le choix que vous faites en tant que famille, euh, éclairée sur ces sujets-là, et parce que la petite histoire, mais je ne sais pas si tu as envie de la raconter ou pas, parce qu'elle est assez atypique, votre histoire de famille. Je ne sais pas si ça, c'est quelque chose que tu aurais envie de partager ou pas. Voilà, tu nous diras. Mais pour rebondir sur l'histoire de la dame artisan, le nombre de femmes qui n'ont jamais eu le choix et ou parce qu'elles ne pouvaient pas travailler et qu'en fait, effectivement, le bonhomme se barre et en fait, bah, elle a jamais cotisé à rien et tu as une retraite de merde et tu n'as rien et il part avec la maison et tout ça et toi, tu as consacré ta vie en fait à le soutenir et tout le travail n'était pas rémunéré. Ce n'est pas la même chose que de te dire je constitue un patrimoine à mon nom aussi avec mon mari et mon mari met quand même plus d'argent sur le compte commun. Deux histoires différentes, hein. Je suis obligée de remettre ouais, les pendules à l'heure je parce que sinon modère je serais mes propos. anti-féministe. Si c'est un choix de famille. Exactement, et c'est pas la même chose. C'est un Mmh, choix de vie de famille après des années où tu as aussi cotisé pour déjà ta propre retraite mmh, et tu as bâti quelque chose qui va finir par te rémunérer à sa juste valeur. C'est juste que c'est les démarrages de cette activité-là, donc c'est normal, quoi. Ouais, je suis ouais. curieuse, tu as dit deux choses. Un, quand je n'en pouvais plus à mon boulot, que j'ai dû me barrer, donc qu'est-ce qui s'est passé dans le dit boulot? Et deux, si tu veux nous raconter l'atypie de ta famille, que moi je trouve que c'est une jolie histoire. Ça marche. Alors, bah, du coup, j'étais en prestat depuis 10 ans. Alors, si je remonte en arrière, en fait, j'avais un super boulot, dans la région où on était, mais sauf que mon mec, il faisait beaucoup de déplacements. Donc il a trouvé un poste, fixe, là où on est aujourd'hui et donc du coup, bah, j'ai démissionné du poste que j'avais et j'ai pris un boulot, sur le site nucléaire à Tricastin en prestation, pour pouvoir, bah, partir avec lui, quoi. Donc déjà, j'ai quitté un boulot que j'aimais beaucoup pour un boulot un peu moins valorisant. Ouais, Mais voilà, ici, il y a pas non plus 50 000 boîtes. Donc du coup, je suis restée 10 ans en prestat et au bout de 10 ans où, bah, je voyais plus mes enfants parce que, bah, j'avais les 2, où c'était compliqué et ben, du coup, bah, j'en ai eu marre, j'ai dit: «J'en peux plus, quoi» et donc il m'a dit: «Bah, fais ce que tu veux, enfin, si ça te convient pas, fais quelque chose qui te plaît». Donc j'ai démissionné sans savoir ce que je voulais faire et j'ai pris, ben, quasi une année, ouais, pour faire le point sur ce que je voulais faire, pour me former, et donc du coup, il m'a permis de le faire. ouais.
Et du coup, pourquoi ça a mis tant de temps? C'est là où arrive la petite histoire de la famille. Du coup, quand ma fille a eu 1 an et demi et mon grand avait 3 ans et demi, bah, comme beaucoup de familles, ça crée quelques petites tensions, les enfants et nous, on n'a pas réussi à surmonter, les nuits blanches et tout ça, donc on s'est séparés. C'est là où du coup, je suis partie construire, ma maison toute seule, donc bah, du coup, j'étais salariée, hein, à ce moment-là, donc c'est vrai que j'avais aussi ce confort-là. Et puis, 3 ans plus tard, on s'est, rapprochés, on a commencé à se revoir, à déjeuner ensemble et puis de fil en aiguille, il a aménagé chez moi et Donc, nous tu avons t'étais fini séparée du papa de tes enfants et tu t'es recomposée avec le papa de tes enfants. Ça, c'est on a tellement fini par se atypique, mais marier et faire un j'adore. 3e enfant, c'est ça. J'adore. Et vous êtes mariés, vous avez eu un troisième enfant. C'est tellement atypique, j'adore. En général, quand on dit famille recomposée, on recompose avec une personne différente. Mais c'est beau, c'est vachement beau. Alors c'est la même personne, mais on a tous les 2 évolué pendant ces 3 années où on Ouais, n'était pas forcément. ensemble, en fait. Donc du coup, c'est la version 2.0 de chacun, qui est un peu différente de la première version et c'est du coup, ben, dans cette deuxième union qui m'a aidée à, quitter mon job salarié pour pouvoir, faire quelque chose qui me plaise. C'est trop bien. Ouais, parce que tu as dit au tout début de l'épisode que quand tu as eu ton premier, tout ce qui était autour du maternage, le portage, tu t'étais déjà formée en fait. Donc c'était quand même déjà présent, mais c'était pas une activité, c'était pas ton activité principale du tout en fait. Donc c'est bien, Ouais, ça remet la c'était temporalité mmh, quoi, tu vois. c'était Donc une activité en asso. J'avais créé une ouais, asso pour pouvoir, promouvoir le maternage avec des ateliers, plutôt le week-end, mercredi. Donc du coup, c'était là, mais c'était vraiment en asso avant de vraiment switcher en micro-entreprise. ouais, c'est trop bien. C'est un parcours génial, j'adore. Amélie, qu'est-ce que tu as envie de cultiver, toi, pour la suite pour toi? Tu l'as un peu dit au début de l'épisode, que tu voyais le travail différemment aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as envie de Ouais, cultiver pour toi? on est sur un équilibre, de vie qui est, vraiment chouette. Aujourd'hui, c'est mon mec qui, entreprend. Ouais. Du coup, lui aussi, il crée sa boîte. C'est chouette aussi de voir que, ben, alors je vais pas dire que j'ai impulsé le truc, mais que ouais, que lui aussi va pouvoir se détacher aussi de son boulot salarié qui, bah, le pèse, hein, au bout de plusieurs années et pour qu'il fasse aussi ce qu'il a envie et puis, on a transmis aussi, ça à nos enfants. Mon fils, il a 15 ans, il attend qu'une chose, c'est d'avoir 18 ans et de déclarer sa boîte, et et du coup, j'ai vraiment envie de continuer de transmettre ça, à mes enfants. Cette notion de travail qui soit pas lié à l'effort, Ouais. mais, au plaisir parce que, tu sais, mon mec, il est salarié, il dit: «Ah, dans 3 ans, je prends ma retraite, de salariat, quoi». Je dis: «Mais après, tu vas quand même, travailler». Mais en fait, c'est différent. Enfin, c'est voilà, cette nuance-là, elle est chouette à capter et donc du coup, bah, continuer, de faire ce que j'aime, d'accompagner, des femmes qui ont envie aussi de créer leur entreprise en périnat et de les accompagner là-dedans. De passer du temps avec mes enfants. Mm. Voilà. Je crois que ça, c'est la ressource la plus... Quand on est riche de son temps, et vraiment dans une société capitaliste, c'est compliqué d'être riche de son temps. Euh, Parce que des fois, parfois même les personnes super riches, elles sont pas riches de leur temps pour autant. Mais ça, ouais, je crois que nos enfants, et quand on leur consacre assez de temps, quand on peut, effectivement, c'est quelque chose, je pense qu'ils le voient pas tout de suite, mais quand ils seront grands, voire adultes, voire parents, si c'est leur choix, ils diront, OK, j'ai bénéficié aussi de tout ça, en plus ou sans rajout du financier, mais c'est déjà une ressource, je trouve, extraordinaire. Donc, c'est trop chouette que tu puisses leur offrir ça et t'offrir ça avec eux parce que bah, Mmh. ça grandit trop vite. T'en as trois avec des âges différents, donc on sait à quel point ça va hyper vite, franchement. Donc Mmh. trop bien ça, trop trop bien. Et je trouve que ouais, c'est mignon parce que tu as dit
je vais pas oser dire que j'ai impulsé ça, mais peut-être que si, tu l'as impulsé et que tu as été source d'inspiration pour lui. Donc, tu peux t'autoriser à le dire. On on est trop humbles des fois, nous les femmes, et c'est pas toujours les hommes qui nous inspirent. Et je trouve ça trop chouette que tu vois ton fils il te dise, bah voilà, moi j'ai des projets, j'en suis là aujourd'hui et j'ai une seule hâte, c'est d'avoir la majorité pour ouvrir ma boîte en fait, tout simplement. C'est trop bien parce que ça fait aussi qu'on peut montrer à ses enfants que le travail, c'est pas forcément que le sacrifice et de se faire chier dans un CDI. Et on peut être hyper heureux dans un CDI et hyper malheureux dans son entrepreneuriat. J'aime toujours le rappeler parce que l'entrepreneuriat, c'est pas une sinécure. C'est pour ça que c'est mignon que tu dises à ton mari, ouais, mais tu vas quand même bosser. Mais c'est vrai que parfois, souvent, même s'il y a des trucs chiants qu'on n'aime pas trop faire dans notre entrepreneuriat, c'est pas la même chose quand le projet te tient à cœur et où que tu sais qu'il va avoir énormément d'impact en fonction de ce qu'on fait comme projet. Il n'y a pas la même énergie, motivation qui arrive là. C'est très vrai, quoi. Encore une dernière petite question, Amélie. S'il y avait une chose que tu aurais aimé entendre plus tôt, tu dirais quoi à une femme qui se sent comme toi, mais comme la toi d'il y a quelques années? Qu'est-ce que tu lui Je dirais? lui dirais qu'elle a toutes les forces en elle pour y arriver sans personne d'autre, que tout est possible, si tu y crois, en fait. Des fois, on dit: «Ah oui, si tu te donnes les moyens, machin». C'est si tu y crois. Moi, à chaque fois que je dis: «J'ai construit ma maison toute seule», on me dit: «Oh là là, mais moi je pourrais pas». Ben, en fait, si, tu pourrais, si tu impulses le truc, tu tu pourrais certainement y arriver parce qu'on a des ressources, cachées Ouais, qu'on nous a recouverts parce que ça gênait. Et donc du coup, ouais, c'est ça que je dirais. de croire en ton projet, de croire en toi. Ouais, de croire en soi Ouais, et en ses ressources et en sa ouais, capacité en sa force, ouais. c'est trop chouette. Merci beaucoup, Amélie. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, et puis après, c'est pas mal. J'ai un site internet aussi où je mets pas mal de ressources pour les Vas-y, accompagner. mais donne-nous le nom de ce site internet et de cet Instagram, même si je remettrai le lien dans l'épisode. Mais il y a des personnes qui sont auditives et qui enregistrent dans leur tête, ça, ok, je vais aller vite trouver son compte. Sesamélie.fr. Sesamélie, c'est Sesamely, comme la graine de sésame que l'on sème pour faire grandir les projets. Ah, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça, ta boîte, j'avais jamais capté. Mais non, Oui, trop c'est le beau. sésame de la graine que l'on plante et le Élie pour le et les autres parce que, bah, toute seule, c'est pas rigolo et donc c'est vraiment l'ouverture aux autres. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça et sur Instagram, c'est pareil. Trop bien. Merci beaucoup, Amélie. Merci à toi pour ton invitation. Avec grand plaisir. Merci pour ton écoute. Tu sais déjà comment faire. Abonne-toi, mets 5 étoiles et partage cet épisode. C'est ça qui fait grandir le podcast. Moi, je reste là. Je continue à parler fort pour celles qui n'osent pas encore. Je te dis à très vite et d'ici là, respire et surtout secoue les règles du jeu.